Et vraiment bien documenté, hein, voilà. Alors, bon, moi ce que je vous propose, c'est d'abord des impressions, enfin peut-être vous avez envie d'interroger. Moi j'ai une grosse remarque à faire. Oui, mais enfin, Non, Francis, parce que c'est très important pour vous tous. Parce que je vous explique, vous avez commis l'erreur. Tu demandes d'abord. Ben ça y est, je vais demander. Non, tu demandes. Est-ce que je peux faire une objection très importante pour l'ensemble de tout le monde? bon, Que vous allez retenir, qu'il faut que vous reteniez ça absolument. Hein. Francis, je veux bien, mais à condition qu'après tu laisses la parole aux autres. Mais non, mais moi je suis court, je suis lent, je suis rapide. Ça va être très rapide. Alors vas-y. Alors votre ami, comment il s'appelle? Laurent. Bon, Laurent, t'as prononcé le mot d'émergence. Oui. C'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que l'émergence, c'est ce qui a conduit la science actuelle dans l'état catastrophique dans lequel elle est. Non mais attendez. Si, c'est ce qu'on appelle le réductionnisme. C'est vouloir expliquer le grand par le petit. Catastrophique. C'est pour ça que j'ai introduit l'inverse, et ça marche très bien, surtout en cosmologie. Ça s'appelle l'immergence. Alors il se trouve que l'immergence, c'est un parfait néologisme que tu ferais bien de noter, parce que personne ne l'a introduit. Ça s'appelle l'immergence, c'est-à-dire qu'on part du grand et on explique le petit. Donc c'est pour ça que je m'arrête là-dessus. C'est bien la preuve que je ne peux pas machiner toute la conversation. C'est-à-dire qu'il faut faire attention au réductionnisme, c'est-à-dire il faut plutôt penser du grand vers le petit. C'est tout. J'ai tout ce que j'ai à dire. Bon bah écoute, Ah, bon, moi, on n'est pas à l'église, hein. Moi, je Donc, rapide, est-ce hein. qu'on- Non mais vous feriez bien d'y réfléchir. Francis, écoute, toi aussi tu ferais bien aussi de nous écouter, parce qu'il y a ici aussi des gens qui peuvent dire tout le contraire de ce que tu dis. On ne peut pas dire le contraire parce que ça marche en cosmologie. D'accord. La cosmologie, je l'ai torché, c'est fini, il n'y en a plus. Non, mais bon, d'accord, peut-être Dieu et on va... Non, mais pourquoi tu dis ça? Bon, Francis, on va essayer d'écouter les autres. Il y a Michel. Michel qui voudrait dire quelque chose. Allez, Michel. Allez, Michel. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse s'entendre, parce que sinon ça ne va plus aller. Hein. Il y a Michel, Alain, et puis Jacques, et ensuite Yves, et André, bien sûr. Ah, Voilà. Allez. C'est simplement Ah, il y a Christian. Oui, Christian après, Michel. un petit truc, mais je m'excuse par avance de ne pas avoir autant de neurones que toi. Mais bon, voilà, c'est pas de ma faute. T'as dit une connerie? Non. T'as Laisse pas dit tomber. une connerie? Laisse tomber. Laurent, Oui. en fait, le problème, je ne sais pas si c'est un problème, en fait, comment qualifier ça, est-ce que c'est un problème ou pas, c'est le passage de l'intelligence artificielle, alors on va avoir 100 milliards, 100 000 milliards, 100 000 milliards de connexions, très bien, à la conscience. Parce que là, il y a un vrai mystère quand même. Et ça, je ne te demande pas de répondre à ça, puisque c'est carrément... Mais ça, comment se fait... Bon, c'est sûrement le produit de l'évolution, mais comment ça s'est fait? On peut faire intervenir la religion, même, etc., ou pas la religion, je sais rien, les milliards d'années de l'univers et tout. Mais là, il y a un vrai truc, parce qu'on pourra faire des machines autant sophistiquées qu'on veut, avec des 10 puissance 180 connexions, certes, mais tant qu'il n'y a pas de conscience, ça restera un nombre. Aussi grand soit-il, ça restera que un nombre. Alors que la conscience qu'on a, je pense quand même, change tout. Est-ce que tu as une définition, un début de définition de conscience? T'as pas besoin de définition. Il n'y a pas besoin, mais c'est ça le truc. C'est l'être en fait. D'accord, voilà. Pourquoi notre cerveau est fait qu'on a... C'est sûrement l'énergie des molécules entre elles, en fait, je ne sais pas ce qui se passe, qu'on a quand même une conscience différente d'un ordinateur qui va me mettre une branle aux échecs, mais qui n'aura pas de conscience. Moi, je pense que c'est le point crucial, hein, sans mettre prétentieux. Voilà. En tout cas, je te remercie, Michel. Tu répondras peut-être après 3 interventions, comme tu veux. Hein. Bon, alors. Alain, tu voulais dire quelque chose? Oui, 4 points. En fait, ça en fait 3 en réfléchissant. Le premier point, félicitations, parce que j'ai rien lu sur l'intelligence artificielle, mais j'avais écouté plusieurs émissions de radio. J'avais moins bien compris que ce soir, il faut reconnaître. Bon, juste un truc, il faudra peut-être développer un point sur la notion de convolution. Ça a l'air plus complexe que... Tu as été trop bref, quoi, disons. Ah, j'étais un peu rapide. Oui. Ensuite, il y a un autre point, là je sens qu'il y a Nadia qui va me tuer. Parce que je vais relancer Francis. Ben évidemment, il y en a un qui suit. Voilà, tu me prends. Il y en a un sur le tas qui suit. Ça m'intéresse. Non, mais les autres, ils ne suivent pas. Francis, Oh,
Pour l'instant, c'est encore moi qui ai la parole. L'ego démesuré. Simplement, il y a un point qui m'intéresse, Non, j'ai un effectivement, problème cette notion d'émergence. Pour moi, je comprenais l'émergence, d'ailleurs je la comprends toujours comme ça, comme étant une propriété d'un ensemble qui non seulement est différente fondamentalement, essentiellement, des propriétés de ces éléments, mais en plus apparaît comme différente également des propriétés d'ensemble plus petits faits des mêmes éléments. C'est n'importe, c'est-à-dire d'où la notion d'émergence qui apparaît comme ça. Alors du coup, ça m'intéresse de savoir s'il existait un concept encore meilleur qui s'appelait. D'abord, critique, ça me paraît être une définition qui, au contraire, ne part pas de l'élément pour aller à l'ensemble, mais précisément appréhende directement l'ensemble. Mais deuxièmement, ça m'intéresse si les mecs arrivent, et seulement dans ce cas-là, à expliquer ça en moins de 180 secondes, non, 120 ça suffira. Ça m'intéresse que tu nous expliques la différence. Exemple à l'appui de ce que c'est une immergence par rapport à l'émergence. C'est tellement évident. Ça n'était pas pour moi. Si, parce que on a tous cherché à... Attends, excuse-moi, je n'avais pas fini de parler, j'avais dit 3 points. Il y a le troisième. Il y a un troisième. La conscience. Effectivement, c'est un truc... Alors, j'ai aucune idée sur la conscience. Pour moi, rien de philosophique ne s'oppose, mais on peut imaginer des formes de croyances religieuses qui s'y opposeraient. Rien de philosophique ne s'oppose à ce qu'une intelligence artificielle puisse être consciente. Mais la seule piste que je vois est celle qui vient de la neurologie, c'est-à-dire donc de l'étude des cerveaux biologiques, comme notamment le cerveau humain, puisque justement dans le cas du cerveau humain, on peut interroger l'intéressé pour savoir s'il est conscient ou pas. Et là, il y a eu des travaux qui indiquent, qui donnent des pistes. Alors, ça vaut peut-être le coup de les évoquer. 1. Pour qu'il y ait conscience, il faut qu'il y ait plusieurs zones différentes du cerveau qui soient impliquées. Je crois qu'il en faut 3. Et 2, il y a un dénommé, alors je ne sais pas si c'est lui qui avait le travail ou s'il a fait l'œuvre de vulgarisation, il y a un gars qui s'appelle Lionel Nakache, je crois. Qui a expliqué, il a fait l'expérience là-dessus, qui montre que, comment dire, on fait lire quelque chose à quelqu'un et on regarde ce qui se passe dans le cerveau. Ça commence au cortex visuel qui se trouve à l'arrière du crâne et ça se propage, les excitations qui produisent des ondes électromagnétiques qui sont détectables, se propagent sur tout le crâne, tout le cerveau, petit à petit. Et quand c'est arrivé à l'autre bout du cerveau, ça revient en arrière. Et ils ont remarqué que si ça ne fait pas ce va-et-vient, ce n'est pas conscient. Ça reste subliminal peut-être. Bon, alors j'ignore à quoi ça peut nous mener en ce qui concerne la question du rapport entre la conscience et l'intelligence artificielle, mais enfin c'est probablement une piste de ce côté-là. J'ai fini, merci. Ah, d'accord. Je termine en 10 secondes. Alors 2 secondes, hein, puis après on donne la parole à... Non, mais 10 secondes, peut-être pas 10 secondes quand même, c'est évident. Tu poses une question évidente, ça m'étonne d'ailleurs que tu poses la question. C'est-à-dire que l'émergence, ça consiste à expliquer le tout à partir des parties, et ça ne marche pas, on n'y arrive pas. L'émergence, tu ne sais pas ce que c'est. Tout d'un coup, il y a une forme de vie qui apparaît. Alors, fais rire avec l'évolution. C'est une triste blague, cette histoire de Darwin, hasard-évolution. Tout ça, c'est complètement faux, complètement idiot, même idiot. Donc, l'émergence que j'introduis, c'est de dire, les parties s'expliquent par le tout. Et je donne un exemple, par exemple, il y a 2 sauvages qui voient une vieille voiture abandonnée dans la jungle. Il y en a un qui dit, bon, on va le décortiquer pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et il ne comprend rien. Et l'autre qui essaie de réfléchir, à quoi sert ce machin-là, sert à rouler, puis après, à partir du tout, on en déduit les pièces qui doivent fonctionner. Et c'est valable en biologie, ce que je viens de dire. Voilà, c'est tout. Bah, écoute, oui, bah, je trouve que c'est pas mal quand même comme exemple. En tout cas intéressant. Oui, voilà. Bon. Oui, mais je t'avais noté, c'est pour ça que je te donne la parole. Puis ensuite il y a Jacques, et puis il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait pas de André, excuse-moi, oui, c'est vrai, il y avait André. Alors André, puis après toi. Oui, je sais pas dans quel ordre. Vas-y, non, mais il y avait peut-être des gens avant, je sais pas. Non, André, vas-y. Il n'y avait pas Jacques avant? Oui, André, Jacques et... Non, c'était Jacques-André. Oui, pas mal. Bon, écoutez, on va noter d'abord. Moi, j'ai trouvé l'exposé très clair, sinon que je manque de base, et je manque aussi de vocabulaire. Par exemple, je ne sais pas d'emblée ce que veut dire réseau convolutif. Laurent, et vous l'avez un petit peu expliqué, mais enfin, si vous pouvez revenir là-dessus. Deuxième chose, vous me direz si mon exemple est utile ou totalement hors sujet.
J'ai vu hier, Londres est une ville qui est truffée de caméras, ça n'a pas l'air de gêner les Anglais, les célèbres CCTV. Et j'ai vu hier que la police britannique du Royaume-Uni avait une banque de données, de data, permettant de repérer des visages dans une foule. Le résultat, c'est que dans une foule, dans un petit groupe de 20 personnes, on a fait 3 erreurs quand même. Si ça s'insère dans votre propos, j'espère, je ne suis pas complètement hors sujet. Avant que vous puissiez me répondre, je veux juste faire une remarque à notre bouillant et pétulant intervenant. Vous avez dit d'un ton péremptoire et très affirmé, oui, d'un ton extrêmement assuré. Et ça m'a frappé parce que j'ai pensé à un exemple de Bachelard. Vous avez dit au début, il n'y a rien de plus bête que d'expliquer le grand par le petit. Et il m'est revenu un exemple de Bachelard qui dit, dans une goutte de sang, on peut lire tout l'état du corps. N'est-ce pas merveilleux et étonnant? Arrête. Alors moi j'ai terminé, mais pour mon... Si vous voulez peut-être revenir sur... Vous n'allez pas défendre l'émergence. Réseau, sur... C'est plein de phénomènes inexpliqués, dont la vie. On défend l'émergence. C'est pas un con, on est d'accord. Non mais on a terminé, nous devons... Bon, allez. Mais non, mais il m'attaque, je me défends, l'autre. Il faut que je l'espère. Non, je le défends tout de suite. L'émergence est indéfendable. Bon, très bien. Mais c'est pas un argument. C'est un argument, parce qu'on dit, il y a un phénomène nouveau, ah mais c'est émergent, oui, voilà, allez vous passer à autre chose. Non mais c'est très grave ça. C'est une renonciation aux explications. Il y a un horrible complot ici, on est d'accord. Non mais c'est vraiment, il faut avoir un minimum d'esprit scientifique quand même. Il y a un nouveau phénomène, il faut trouver une explication. On dit pas c'est... Sinon on s'en sort plus. Non mais si vous pouviez arrêter de brailler, ce serait très agréable. Si tu veux que je gueule, tu vas voir, là ça va être... Francis, on va t'énergie de la salle. Oui, moi j'ai envie de dire... Moi je suis pas... Écoutez, Il m'attaque. Avec sa goutte de sang, là. Francis, Bachelard. Alors Bachelard, c'est celui qui avait dit on comprendra jamais l'univers, l'autre Bachelard. Moi, t'as mis 3 minutes, j'ai calculé le rayon de l'univers. Avec une méthode de niveau bac. Où a-t-il écrit ça? On peut pas enlever la pile. Non, mais il m'attaque l'autre, il est marrant lui. Mais il a raison. Non, L'émergence est indéfendable, donc il faut surtout pas la défendre. Bon, moi c'est ce que j'ai compris. Il faut argumenter. Je peux prendre la parole. Alors je voudrais quand même, parce que ce qu'il faudrait c'est que quand même... attendez, on est là? C'est pas un café sur Francis, c'est un café sur... Moi j'en ai ras-le-bol, hein. J'en ai ras-le-bol. J'aimerais bien, franchement, qu'on discute ensemble, on n'est pas obligé d'être d'accord, et on est là, justement, parce qu'on n'est pas d'accord les uns avec les autres, mais le faire de façon pacifique. C'est pas la peine de hausser le ton et de se mettre à hurler, c'est pas en hurlant qu'on a raison. Donc il faut argumenter, et bon, on n'est pas obligé d'accepter tous les arguments, il y a des arguments qu'on trouve complètement débiles, bah tant pis, hein, c'est pas grave, on avance. Hein. Allez. J'ai pris de répondre. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Non, c'était. Je voulais donner la parole. Oui, d'accord, très bien. Alors, juste revenir 2 secondes sur les réseaux de convolution d'abord, sur les réseaux convolutifs. Donc, l'idée, alors, pourquoi ce nom convolutif? Ça vient des matrices de convolution. Quelque chose qu'on utilise dans le traitement de l'image. Ce sont des traitements locaux. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'image dans son ensemble, mais on va chercher des informations localement dans toute l'image. En fait, c'est le schéma qui est en page 8. Donc l'image, ça serait le carré gris quadrillé complètement à gauche, l'image que l'on donne en entrée. Je ne sais pas si tout le monde a la page. Voilà, c'est ça. Le schéma tout en haut, le premier schéma de la page 8. Le carré gris quadrillé qui est complètement à gauche, c'est l'image que l'on donne en entrée de réseau de convolution. D'accord? Que l'on divise en quadrillage. Et le carré rouge ici, qu'il y a sur ce même carré gris, ce sont des informations que l'on va chercher localement. Alors là, c'est en plein milieu, mais en fait, on fait ça sur chaque zone de l'image, et on va chercher localement des informations. On va, alors, on dit extraire des caractéristiques. Donc on va extraire, par exemple, des caractéristiques des lignes verticales, puis on va aller regarder quelles sont les lignes horizontales, on va regarder quels sont les motifs. Ensuite, on donne tout ça au classifieur, qui est mis juste derrière, et le classifieur va pouvoir dire, là je vois un humain, là je vois un arbre, là je vois un oiseau, ou peu importe. Mais l'idée, c'est de ne pas traiter, de ne pas considérer l'image en entier, mais aller chercher des petites informations localement. Il faut quand même qu'il y ait un niveau où on fait une synthèse. Oui, ben c'est ce qui est complètement à droite.
où tu vois qu'ensuite on repart sur un réseau qui lui est complètement connecté. Tu vois, il y a des connexions sur l'ensemble des neurones. C'est la partie reconnaissance en fait. Voilà, donc il y a une partie qui extrait des caractéristiques, qui est la partie de gauche, qui va chercher des informations uniquement localement, et la partie de droite, qui elle, à partir de ces informations qui ont été extraites, va classifier l'objet. Et là, on est sur, là, on a par contre des connexions sur l'ensemble des neurones. Sur mon exemple sur la police britannique, s'il est hors sujet, on passe à autre chose. Non, il n'est pas hors sujet. Il y a des applications dans la sécurité. Il y a comment dire, des commandes d'un certain nombre d'entreprises ou de la police, en fait, pour essayer, à partir de vidéos, de détecter des comportements suspects. Donc ça, ce sont des choses qui sont en train d'être faites. Le problème, toujours, c'est de donner, comme j'ai dit tout à l'heure, les IA aujourd'hui ont besoin d'un très grand nombre d'exemples. C'est un des problèmes. Et donc ça veut dire qu'il faut donner, si on donne des vidéos, un très grand nombre d'exemples de vidéos où il y a des agressions, ou quelqu'un qui abandonne un sac, ou, pour que l'intelligence artificielle puisse apprendre. Et ça c'est problématique. Si on pouvait, parce que c'est troublant qu'il y ait des visages. Hein, alors après, il y a de la reconnaissance des visages. Oui. Alors, moi j'en ai pas vu qui se base sur des réseaux de neurones artificiels. Mais il y en a peut-être aujourd'hui. J'en ai pas vu, moi. Un grand article dans le monde hier. Ah, je vais regarder. Ok, merci. Alors, on essaye de poser des questions, ça va être intéressant aussi. Hein, voilà. Donc il y avait Max. Jacques et ensuite Max. Oui. Voilà, Jacques, vas-y, Jacques. Excuse-moi. Oui, Pierre. Jean-Yves. Ah oui, et Christian. Ah bon. Alors, Jacques. Juste une petite... le nombre de synapses par neurone est beaucoup plus invraisemblable que le chiffre que tu as donné. La moyenne est de 10 000 synapses par neurone, et il y en a qui vont jusqu'à 20 000. Ça paraît invraisemblable, je viens de vérifier. Oui, j'avais dans la tête 10 000, 10 000 en moyenne. Il y a des neurones qui ont très peu de synapses, et d'autres qui en ont énormément. C'est le nombre de dendrites qui arrivent aux neurones qui de toute façon n'a qu'un axone pour la sortie. Enfin, mais le fait d'imaginer que la moyenne des liaisons de chaque neurone est de 10 000, que chaque neurone peut être en communication avec 10 000 autres neurones, ça rend le niveau actuel dérisoire, bien sûr. Donc, comme tu as dit à propos du vol, il faut trouver d'autres moyens que d'essayer d'imiter l'intelligence naturelle. On n'en est pas là. Ma question, concernant l'apprentissage, tu as parlé d'AlphaGo. AlphaGo qui a battu le champion du monde de Go, on lui a donné, on lui a montré, on lui a enregistré 40 millions de parties qu'il a apprises, etc. Et ça a pris des mois et des mois. Et ils viennent de sortir AlphaGo 0, à qui on n'a rien donné du tout. On lui a juste donné les règles du jeu et la position des pierres sur le goban. En 3 jours, AlphaGo a joué 4 900 000 parties contre soi-même. Au départ, c'était aléatoire, et puis petit à petit, il s'est affiné. Et après ces 3 jours, on l'a mis en face de AlphaGo qui avait battu le champion du monde, et il a battu AlphaGo par 100 à 0. C'est-à-dire qu'il n'a plus rien, on lui a rien donné à apprendre, on lui a juste donné les règles du jeu. Ma question, elle n'est pas d'ordre technique, déjà qu'il y a une question de disproportion là-dedans. Mais le problème, c'est, concernant l'intelligence artificielle, est-ce qu'on envisage, quand on est de la partie, qu'on puisse inculquer à une machine le désir de chercher quelque chose, la motivation. Parce que finalement, l'intelligence naturelle a une motivation primaire, c'est l'instinct de conservation, et tout ce qu'on fait, c'est pour survivre. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que la machine puisse avoir envie de survivre, et que c'est ça qui l'apportera à mettre toutes ses capacités en jeu pour survivre? Est-ce que ça fait partie d'un rêve? La question des émotions, mais c'est toujours une question de définition. Quelle définition on donne à l'émotion, au désir? Si on part sur des définitions simplistes, on pourrait dire que peut-être que l'intelligence artificielle aura le désir d'apprendre toute seule, mais
Ça dépend de la définition que tu vas donner. Non, mais l'apprentissage est une chose, mais quand on apprend, c'est parce qu'on est motivé pour apprendre. L'enfant apprend parce qu'il veut communiquer avec son environnement. Si, ça, on pourrait le faire. Enfin, je pense que ça, c'est possible. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer l'avoir suffisamment complexifié qu'à un moment, il puisse y avoir quelque chose qui serait, c'est pas de la volonté, mais qui serait, ce que tu dis, du désir, qui émerge. Non, parce que ça débouche sur un cauchemar le jour où les machines prendront le pouvoir. Ça voudra dire qu'elles voudront prendre le pouvoir. Et pourquoi elles voudraient prendre le pouvoir? Parce qu'elles en ont à foutre du pouvoir. Donc, est-ce qu'on peut envisager qu'on pourrait inculquer une motivation à la machine? Le besoin d'apprendre quelque chose et naturellement de calculer. Ce ne sont jamais que des calculatrices, hein, toutes ces choses-là. Oui, j'ai des machines statistiques, mais nous, ce qui fait qu'on va être belliqueux ou qu'on va avoir envie d'apprendre, c'est qu'il y a aussi une sélection naturelle. Ceux qui avaient envie d'apprendre ont plus survécu que ceux qui ne voulaient rien faire. Donc il y a un petit peu de ça. Je ne crois pas que ce soit là pour le coup un phénomène émergent. C'est plutôt le résultat d'une sélection naturelle. Il y avait un petit peu toutes les architectures qui ont été produites par le hasard des mutations génétiques et ensuite on a sélectionné. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Mais ceux qui étaient curieux et qui avaient envie de construire des outils, qui avaient envie de réfléchir un peu, ont plus survécu que ceux qui se laissaient aller. Absolument. Et il faudrait trouver des architectures qui produisent ce comportement. Ça serait possible, oui. Est-ce que c'est imaginable ou est-ce que... Enfin, pour moi, oui. Oui. Pour moi, oui. Je ne vois pas de l'intérêt, mais... Enfin, à part la capacité d'avoir envie d'apprendre. Oui. Alors, Maxime. En 2 temps. Est-ce que tout le monde a un smartphone? Sortez vos smartphones, vous en avez un. Alors savez-vous qu'avec ça, s'ils avaient eu ça dans les années 70, ils auraient lancé Apollo sur la Lune. Ça aurait suffi. Donc sortez vos portables, ceux qu'on moins. Mettez sur calculatrice. Vous faites 77 divisé par 3. Par 13, pardon. 77 divisé par 13. 13, ah, c'est intéressant ça. Ça fait quelques décimales. Parce que tout est basé sur les nombres. Moi j'en profite pour vous dire une vérité absolue. Il y a des philosophes qui se disent « Ah, il n'y a pas de vérité absolue. Si, il y en a une, c'est les nombres. » Voilà. Moi, le résultat m'intéresse à peine. Le résultat ne m'intéresse pas du tout. Mais en fait, vous avez vu qu'une machine qui se prend, non pas comme une intelligence artificielle, mais comme une aide au calcul, donne une information. Enfin, vous pensez donner une information. En fait, elle en enlève une. C'est un résultat moins une information. Vous vous souvenez des divisions? 77 divisé par 13, 5,92, etc. Reste combien? C'est pas noté. Une information en moins. Si vous aviez fait l'opération à la main, vous auriez vu qu'à un moment donné, reste 0,90. Donc, je retrouve 7. Et je retrouve que la suite de 77 divisé par 13 est une répétition de décimales. C'est donc une information en moins que nous donne la machine. Alors que si je le fais à la main, je m'arrête à la 6e décimale et je sais que c'est une répétition. Et que la série décimale est une série. Donc la machine, dite à m'aider à calculer, me donne une information en moins. Deuxième exercice un petit peu plus compliqué, rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur... et c'est là où va buter l'intelligence artificielle, parce que je n'y crois absolument pas. 2 systèmes d'équations. X moins Y égale 1. X moins 1,00001 multiplié par Y égale 0. Deuxième système d'équation, X moins Y égale 1. X moins 0,99 999 multiplié par X égale 0. Vous avez vu qu'entre le 1 du premier système d'équation et le 1,0001, il y a 10 millièmes d'erreur en bas ou en haut. D'accord? Résultat des équations. Vous l'avez fait là? C'est bon? Vous l'avez fait en tête? Je n'arrive pas à trouver où est la calculette. Ça c'est pas grave, ça se fait de tête ça. Donc dans le premier système d'équations, on a x égale 100 001, 001, pardon, y égale 100 000. Dans le deuxième système des équations, alors qu'on n'avait que 2 10 millièmes d'écart entre les choses, on a x égale moins 99 999 et y égale moins 100 000. Donc on voit qu'on a un système de résolution de l'équation à 2 10 millièmes près antipodique. Et on est qu'à 2 dixièmes de millième près.
Donc moi je me pose la question, à quoi sert l'intelligence artificielle? Je crois qu'il y a usurpation de termes sur l'intelligence. Interléguer, c'est lire et associer ce que j'ai lu. On s'aperçoit que c'est vieux comme le monde. Déjà, Raymond Lull, au XIIIe siècle, invente une machine où il mélange théorie, prédicat, sujet, superposés à des figures carrés, cercles et triangles. En les associant, il pense trouver la vérité. Donc on a déjà une première machine. C'est intéressant cette première machine. Mais en revanche, à quoi ça nous sert? On a Vaucanson qui a sorti une machine, bon, un canard qui parle, merci. Un joueur d'échecs, d'accord. Vous savez que les joueurs d'échecs, c'est très simple. J'ai discuté avec le champion de France, j'ai travaillé avec lui, il m'a dit je ne suis pas intelligent, je suis très bête. En revanche, je connais des milliers de parties par cœur. C'est tout. C'est la nouvelle de Stefan Zweig. Le type qui prend un carnet dans le manteau d'un type et qui apprend toutes les parties d'échecs par cœur. Et après, il sait que, quand en répondant E4, l'autre il a répondu E8, je vais faire F4. Bon. Moi je vais me poser la question de maintenant, à quoi ça sert cette histoire? Mais la mémoire, tu crois que c'est pas une forme d'intelligence? Non, pas du tout, c'est de la mémoire. D'ailleurs, on regarde dans les intelligences... Qui mémorisent beaucoup, énormément. Non, mais ça sert à rien. Il y a des gens qui mémorisent beaucoup, énormément. Pourquoi? Une clé USB, c'est de la mémoire et ça fait rien. En revanche, l'intelligence... Je vais juste finir, parce que si tout le monde coupe la parole à tout le monde, on a fini. Je vais juste finir. Soit on a de la mémoire, soit on a du calcul maximum. Et la machine entre les deux, soit la machine calcul maximum sans mémoire, soit on a mémoire maximum sans calcul. La mémoire intelligente, enfin l'intelligence artificielle sera forcément entre les deux. C'est très compliqué cette histoire-là. En revanche, je me pose la question de pourquoi on cherche l'intelligence artificielle. Pourquoi on cherche une canne alors qu'on est déjà assez bête? Et je me pose la question de, est-ce que c'est pas une illusion compensatoire, car il est épuisant, somme toute, d'être libre en sachant ce sont. Et donc, j'aimerais, en fait, que quelqu'un décide à ma place, et que dans mon esprit, comme dans un film, pourvu qu'il soit bon. Ça me fatigue d'être intelligent. Non mais en gros c'est ça, ça me fatigue et ça me fait chier. Je cherche quelque chose de plus simple et je vais le déléguer à une machine. Est-ce que, comme dit Cavell en citant Wittgenstein, on n'a jamais sous-estimé, je crois, la puissance de la motivation qui pousse à rejeter l'humain? Je crois que c'est ça l'intelligence artificielle, surtout quand je vois les films, et j'en finis là, comme Lucie, par exemple, de Besson. Cette nana super canon, la fameuse 10% du cerveau utilisé, je suis désolé, mais la machine, par exemple le joueur d'échecs, joueur d'échecs, elle joue aux échecs. Mais moi, quand je joue aux échecs, je suis nul. Mon cerveau, il a 100%, parce qu'il joue aux échecs, il pense aussi à ce qu'il va faire demain, à ce qui s'est passé hier, au fait que je sois assis, au fait qu'en face de moi, il y a quelqu'un, que j'ai plus envie de fumer, que j'ai soif, que j'ai envie d'eux, etc. Il a 100% en permanence. Et cette Lucie, qui se transforme en clé USB, genre esprit naviguant dans les éthers, je veux dire, c'est quoi ce rêve? Et le dernier truc, la machine intelligente, d'après Turing, celui qui l'aurait inventé, c'est est-ce que je serais capable d'être jugé par une machine sans savoir que c'est une machine et disant que c'est un homme. C'est ça le véritable test de l'intelligence artificielle chez Turing. Moi j'ai des doutes. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est la question que je te pose. Toi qui travailles dessus. Ta motivation. Est-ce que tu as lu Turing? Oui, on en a discuté. Non mais je veux dire, est-ce qu'il avait quand même l'idée de ce que pourrait devenir des machines dans le futur? Mais c'était un test, le test de Turing. Le test de Turing, il est connu. Lui, il voulait que la machine soit intelligente, et pour qu'une machine soit intelligente, c'était ce test qu'elle devait faire. Mais je voulais juste... tu as dit que l'étymologie d'intelligence, c'est lire et relier, c'est ça? Inter, entre, liguer, c'est recueillir, lire, capter. Oui, alors c'est intéressant parce que c'est justement... Alors pour moi, ça c'est la capacité d'abstraction. Lire et relier les choses. C'est exactement ce que fait l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que... Elle essaye, si tu veux. Lorsque, par exemple, on va lui faire apprendre les lettres manuscrites, là, si je demande à tout le monde d'écrire un A sur une feuille, on va tous écrire un A, mais ils vont tous être différents. On est d'accord, parce qu'on a des morphologies différentes, on écrit plus ou moins vite, plus ou moins penché. Notre cerveau, alors on s'en aperçoit pas parce que c'est tellement rapide, mais notre cerveau a une capacité d'abstraction, il n'apprend pas l'ensemble des exemples. C'est ce qui différencie d'anciens programmes qui, eux, apprenaient l'ensemble des parties d'échecs, qui apprenaient l'ensemble, tous les exemples qu'on leur donnait à apprendre. Là, ces machines n'apprennent pas tous les exemples, justement. Il y a une capacité d'abstraction, alors c'est une définition qu'on peut donner à l'intelligence. Je vois plein d'exemples et je comprends globalement la forme.
Et du coup, maintenant, même si je vois une forme légèrement différente, je sais ce que c'est, je sais l'identifier. Si je vois un A légèrement différent de tous les A que j'ai vus dans ma vie, c'est pas un problème, j'ai pas retenu l'ensemble des A que j'ai vus dans ma vie, j'ai retenu globalement la forme. J'ai réussi à faire abstraction de tous ces exemples. Donc, je trouve que ça colle pas mal à l'étymologie. Jean-Yves. Essaye d'être court et clair. Je crois que du point de vue philosophique, je crois que les gens sérieux qui ont parlé d'intelligence, c'est parce qu'ils ont été intelligence artificielle, de joindre les deux mots, ils ont été influencés par le très vieux problème de la matière et de l'esprit. Ce qu'on retrouve dans la notion le fait que de la matière éventuellement inerte que nous sommes, puisque, comme le dit Béarif, nous sommes de la poussière d'étoiles, est devenu au fil des milliards d'années ce que c'est aujourd'hui. Et même si on parle de règne animal, végétal et cristallin, on mesure quand même la différence, on apprécie la différence qu'il y a entre un animal et alors, matière et esprit, ça renvoie, ça a été transformé un petit peu en soft et hard finalement, hein, le logiciel et le software et hardware. Par l'intermédiaire de la logique, ce dont on disposait. Et par exemple, on peut supposer qu'il y a différentes manières de réaliser actuellement une espèce d'intelligence qui nous permet d'être plus générique et plus général et ensuite de concentrer. C'est qu'on a au départ, il y avait, comment dire, ce qu'on appelait le calcul analogique, c'est-à-dire à partir de quantités. Le calcul analogique, c'est des machines qui mesurent avec des pressions, en tirant parti d'une quantité, analogique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas discret, alors que nous maintenant, la logique c'est des bits, c'est-à-dire que c'est carrément le passage du continu au discontinu, ce qui est un problème en mathématiques énorme. Et bon, alors on pourrait embrayer sur ce point-là. Mais alors, moi, je voudrais, ce qui à mon avis, est abordable en termes pour tirer parti de l'impact du problème de la conscience, c'est qu'à mon avis, c'est réductible, ma ligne directrice, ça serait réductible au fait de faire intervenir l'unité, quelque chose qui est l'unité vis-à-vis d'un problème. Par exemple, pour une personne, par rapport à l'inconscient, on pourrait dire que le moment où elle réagit de manière consciente, c'est au moment, c'est ma définition de la conscience, c'est le moment où elle est capable de réagir en formant unité vis-à-vis de ses problèmes. Et ça déborde sur une conception même un abord même de l'intelligence en général. Est-ce que l'intelligence... En formant unité, hein, c'est ça que tu dis. En mathématiques, les gens vous disent que, les gens sérieux vous disent que presque toutes les mathématiques sont comprises dans le fait de mettre en relation l'unité avec la multiplicité, comme on parlait par exemple de la notion de théorie des ensembles. En allant un peu plus vite, si vous pouvez me suivre, si vous voulez, quand on regarde ce que c'est qu'un espace, je ne saute pas du coq à l'âne, mais je peux les raconter moi. Quand on regarde dans un dictionnaire sérieux sur ce que c'est qu'à la définition d'espace, ils vous disent que ça renvoie à ensemble. Or, dans l'espace, vous avez l'espace vectoriel, etc. Et vous avez en même temps la géométrie dont est originaire historiquement une partie importante des mathématiques à travers la géométrie euclidienne, etc. Mais tout ça, finalement, l'homme le synthétise et au départ à partir de ses sens. C'est à partir de ses sens et le fait, c'est une partie de ma théorie, c'est le fait que l'animal ayant des sens différents, notamment une communication avec l'extérieur à partir de l'alimentation, parce que toute vie, enfin je parle de la vie en tant qu'intelligente, si vous voulez. À mon avis, c'est un problème qui est issu de la cybernétique, et à partir du moment où peut-être que je saute des étapes, mais le fait que dans un même cerveau, dans une unité qui est constituée à partir du rassemblement des possibilités, le mélange, le fait que les différents sens qui sont des différentes logiques, on peut dire qu'un sens est quasiment au départ une logique, même si ça a le même matériel, c'est une logique vis-à-vis pour comprendre le monde. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Le fait que ça collabore,
Donc il y a la notion de collaboration. Pour simplifier, alors la question que je poserai à monsieur, pourquoi à votre avis on a laissé tomber la notion d'assemblée de neurones comme une notion plus performante? On retombe sur des problèmes après de groupe et d'unité justement. Parce que on a été habitué depuis qu'on est tout petit, à partir de la physique, à considérer les briques élémentaires, effectivement, et on voit les limites de ce. C'est très bien, mais ça a des limites. Et je rejoins monsieur d'une certaine manière, mais il l'exprime peut-être très mal. Non, parce que le professeur m'adorait à l'université. J'étais le meilleur professeur, alors donc c'est pas la peine de... Non, mais... D'ailleurs, j'aimerais bien avoir notre contract email si vous voulez qu'on échange. Parce que si on écrit, ça a des besoins. Voilà. À partir de quel moment on peut considérer que la notion d'assemblée de neurones qui avait été développée à mon époque, quand je disais dans la recherche par un certain Edelman, a été pervertie. Maintenant, on dit que l'assemblée de neurones, c'est les réseaux de Hebb. C'est-à-dire ce qui a donné lieu au calcul là, c'est Hebb, H, E, B, qui met toutes les choses en relation et qui essaie d'extraire à partir de leurs relations. Je crois qu'on va rester là. Il y a suffisamment de questions là. Bon alors, peut-être tu veux répondre tout de suite ou bien... C'était un peu les... Enfin, depuis, il y a d'autres algorithmes qui sont sortis, qui sont bien plus efficaces. Je ne connais pas assez ces réseaux. Non, mais c'est à partir de cette réflexion-là qu'est devenu le regard sur les je peux préciser la question. Il veut dire, est-ce que vous êtes sûr qu'on n'est pas nous-mêmes des robots? C'est le problème du libre arbitre. C'est important ça, hein, parce qu'il faut penser au cosmos. Hein. Moi je ne m'en mêle pas. Je crois qu'il y a un autre avis. Je peux pas m'en mêler. Tu pourras en dire quelque chose mais quand on donnera la parole. Moi je pense qu'on est des robots pilotés par un grand cosmos. Allez, Christian. J'avais vu il y a quelques jours quelqu'un qui comparait les ordinateurs et l'homme. Vous pourrez parler un peu plus fort, Christian. J'avais vu il y a quelques jours quelqu'un qui comparait les ordinateurs et l'homme, et puis il disait l'ordinateur il est rapide, il est infaillible, et il est bête. L'homme il est lent, il est faillible, mais il est intelligent. Et bon, quand on a tous rencontré les ordinateurs, on a vu qu'ils étaient très bêtes. Alors même s'ils sont un peu rapides que nous, ils ne manifestent pas un atome d'intelligence. Et ce qui leur manque, Michel l'a évoqué, c'est la conscience. Alors, est-ce que ceux qui travaillent l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils espèrent faire un ordinateur qui sera conscient, ou est-ce qu'ils espèrent faire une intelligence sans conscience? Comment? Je ne sais pas ce qu'est la conscience. Alors, si, tu sais très bien ce que c'est la conscience. Science sans conscience, c'est pas pour ne pas répondre à la question. Tu sais très bien ce que c'est la conscience. Tu en as une, tu en fais l'expérience. Et si t'en faisais pas l'expérience, je pourrais te raconter n'importe quoi, tu mets n'importe quelle définition, tu comprendrais pas ce que c'est la conscience. Ça n'a rien à voir. Comment? Ça n'a rien à voir quand tu es intelligent. Il y a des gens qui ont de la conscience sans être intelligents. Est-ce qu'il y a une définition philosophique de la conscience, André? On en trouverait 1000. Oui, nous en une. On pourrait par exemple aller voir du côté de Bergson quand il oppose l'instinct à l'intelligence et qui dit que l'instinct justement atteint d'emblée sa proie. Enfin, alors que l'intelligence est hésitation et choix. Ça, c'est pas la conscience. L'intelligence. L'intelligence, c'est l'instinct. La conscience, c'est la capacité de dire ce que je perçois. Alors, définition de la conscience, ce serait quoi? Elle est aussi liée au fait que, oui, la conscience elle-même, chez Bergson, c'est la durée. C'est aussi la conscience, la capacité de dire ce qu'on perçoit. Non, D'accord. Ça mériterait que c'est juste ça, c'est pas la même chose finalement. C'est un capteur, un système avec des capteurs qui dit ce qu'il perçoit et conscient. Il y a un problème. On revient à Christian qui termine. Il y a un problème qui traite de la conscience chez les neuroscientifiques. On appelle le problème corps-esprit. Le problème corps-esprit, ça consiste à tenter de comprendre comment le cerveau peut être conscient. Ça fait 30 ans qu'on patauge de ce problème. Ça a commencé dans les années 80. Ça a commencé quand
quand on a compris comment fonctionnait un neurone. Avant, on ne savait pas comment fonctionnait un neurone. Donc la conscience, expliquer comment la conscience pouvait être produite sur moi, c'est une question prématurée, parce qu'on ne connaissait pas assez, on verra ça plus tard. Et quand on a compris comment fonctionne un neurone, à ce moment-là, il n'y a plus d'obstacle à traiter le problème corps-esprit, à comprendre comment le cerveau est conscient. Et alors, il y a le plus intéressant dans le problème corps-esprit, c'est John Searle. C'est un matérialiste qui n'est pas dupe de tout ce que les matérialistes racontent sur le problème de la conscience. Il les démolit tous les uns après les autres. Il montre qu'il y a un vrai problème. Comment le cerveau est complètement conscient, on n'en sait rien. Bon, il croit que, comme il est matérialiste, il croit que malgré tout, c'est le cerveau qui est conscient, mais il n'est pas dupe de tout ce qu'on raconte sur la question. Autrement dit, il y aurait des gens qui pensent que la conscience est en nous, ce que tu nommes matérialiste, et puis ceux qui pensent que la conscience est hors de nous. Oui. Alors, la conscience est produite du cerveau, la conscience est produite du cerveau. Alors, c'est un problème qu'il est pratiquement impossible de traiter. C'est un problème qui sous-tend pratiquement toutes nos discussions. Est-ce que la conscience est produite du cerveau ou est-ce que l'esprit c'est la matière sur l'esprit, peu importe. Il faut exprimer de mille façons différentes. Et il n'y a pas moyen de traiter. C'est le sujet. Il y a moyen. C'est déjà fait. C'est peut-être le sujet tabou qui nous reste. Non, c'est fait. Oui, non, mais c'est fait, d'accord. Il n'y a pas d'accord, j'ai la preuve. Non, mais tu l'as fait tout seul. Francis, Francis, je te donnerai la parole tout à l'heure, tu nous en parleras. Pas tout seul. Pas tout de suite. On n'est pas Tu capable nous de donneras ta discuter vision des choses, mais pour le moment, tu laisses terminer. Entre ceux qui ne sont pas d'accord et quand on discute, c'est vraiment n'importe quoi. C'est un problème constant qui sous-tend toutes nos discussions. Parce qu'on tourne en rond. On tourne en rond autour de l'essentiel. Lever les yeux. Bon, je peux parler, je vais venir. Il y a des expériences qui ont tout à fait le critère de scientificité, qui tendraient à montrer que c'est pas le cerveau qui est conscient, mais qui sont complètement ignorés. Alors c'est intéressant, le problème corps-esprit, ils font des travaux dithyrambiques depuis 30 ans, mais les expériences qui montreraient que la conscience n'est pas le produit du cerveau, ils les ignorent. Alors, ces travaux qui ont été faits, ils ont été faits par qui? Quelle validité ils ont? Il y a Libet, il y a Diane Stephenson, par exemple, qui je pense, mais sûrement d'autres trucs. Et qui sont ces gens-là? Benjamin Libet, c'est un neuroscientifique qui a fait des travaux. Alors, ce qui est la relation chez Benjamin Libet, c'est qu'il n'a pas fait de théorie sur la conscience, il a fait des expériences sur la conscience. Avec des gens qui ont le cerveau ouvert, on voit des trucs électriques dans le cerveau, on reproduire une expérience consciente, enfin bon. Et on mesure. Alors, moi je ne vais pas. Enfin, moi j'ai besoin de minutes pour expliquer ça. Si vous me laissez accorder, je veux bien, mais sinon c'est pas la peine. Bon, on en reparlera tout à l'heure si tu veux. Pour le moment, on va peut-être laisser la parole à Vips. Oui, je voudrais dire que la conscience, à mon avis, est située dans le lobe préfrontal.